s'installe. Bonjour. Nous sommes de retour donc sur Dirigestion pour le débat où nous recevons donc toujours donc à mes côtés Louis Baird, donc directeur général de Dorval Finance, et Alain Pitous, président de Talence Gestion. Directeur général. Décidément, je veux tous vous faire président. Donc, directeur général donc de Talence Gestion. Bonjour. Bonjour. Alors on va donc débattre ensemble de différentes choses. On va faire une première partie où ce sera plus des questions macroéconomiques du contexte actuel, et une deuxième partie plus donc d'allocation. On a vu un petit peu avec vous rapidement donc vos convictions. On va un petit peu débattre ensemble donc des principales convictions donc à privilégier donc pour 2015. Alors première partie donc eh bien c'est le dossier grec hein, évidemment qui aujourd'hui dont tout le monde parle hein, c'est un petit peu le pavé dans la mare hein, qui a été jeté. Les marchés européens ont dévissé. Bon, évidemment, la bourse grecque hein, qui a perdu pratiquement 13%. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je posais tout à l'heure la question à Louis. Pour vous, c'est uniquement une prise de bénéfice ou est-ce qu'il y a un problème un peu plus profond sur la Grèce? Oui, il y a toujours un risque. Hein. La Grèce reste un des éléments très risqués de l'environnement européen. Donc ça fait bien aussi ressortir le stress qui reste dans les marchés. Aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, moins 13%, d'une tension pratiquement de 1% sur les taux longs grecs. En fait, ça nous rappelle tous de très mauvais souvenirs. C'est l'enchaînement qu'on ne voudrait pas voir revenir, c'est-à-dire un problème politique qui fait apparaître un problème de dette, qui fait apparaître un problème de gouvernance européenne. Donc on est tous les intervenants un peu en stress par rapport à ça. Donc oui, ça reste un des facteurs de risque de l'économie européenne pour encore un moment. Vous pensez-vous que ce risque du coup d'une sortie potentielle hein, de la Grèce, parce que finalement si on allait vraiment dans le scénario catastrophe, ce serait ça, une demande de sortie de la Grèce de l'Europe, est-ce que c'est possible? Oui, je ne vais pas dire que c'est pas possible, c'est possible. Je pense que c'est un risque qui est quand même assez marginal. Je pense que un peu le va-tout politique qui est tenté en ce moment est jouable, parce que si on regarde les forces en présence dans l'Assemblée grecque, c'est une élection d'un modéré et réaliste. Donc je pense que le marché aime bien aussi se faire peur par moment. Donc encore une fois, ça va rester un risque dans les mois et les années qui viennent. Je pense qu'ils sont quand même sur la bonne voie. Il y avait quand même des éléments positifs qui commencent à arriver. Alors à l'échelle de la Grèce, avec un PIB qui avait très fortement reculé et une dette qui diminue peu, mais en fait ça commence à aller un peu mieux, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'est ça aussi qui est sous-jacent à toutes ces histoires, c'est que si on regarde par exemple, j'aime bien un peu regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays, si on regarde ce qui s'est passé sur l'Argentine, 10 ans après c'est pas encore tout à fait terminé hein. Donc la crise européenne, le paroxysme c'est 2011, on peut considérer que ça a commencé en 2008, on a encore 3-4 années de tensions, de problèmes, et puis avec, il faut pas l'oublier, un facteur politique, c'est-à-dire que des élections ont fait un certain nombre de gouvernements, peuvent les défaire, donc on est quand même toujours un peu en stress par rapport à ça. Encore une fois, je pense qu'on n'évitera pas ce problème-là. Oui, vous êtes d'accord avec cette analyse, le fait qu'on puisse en avoir pour encore 10 ans de tension? Pas 10 ans, encore 3-4 ans. Encore 3-4 ans de tension sur l'Europe, et notamment donc la Grèce qui n'est pas sortie finalement de ces problèmes. Oui, mais la Grèce n'a pas lâché au pire moment, c'est-à-dire que maintenant ils sont quand même dans une situation d'amélioration. Je pense que le marché évidemment est très très sensible au fait que le problème grec soit de retour, mais on joue probablement à se faire peur aussi quelque part. C'est quand même dans l'intérêt de personne, ni des partenaires européens ni des Grecs, d'aller jusqu'au bout. Probablement pas non plus au niveau du Parlement de provoquer finalement une crise qui mettrait en place un nouveau parti et des gens qui vont perdre leur siège aussi quelque part. Donc je suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'au bout de cette démarche-là. Monsieur Samaras tente de renforcer sa légitimité. Je crois que c'est un calcul politique. Il est certainement mieux placé que nous qui devait arriver 2 mois après de toute façon. Oui, donc voilà, bon, c'est une anticipation et je comprends fort bien que ça puisse paniquer le marché hein, parce qu'en plus on est sur la fin d'année, etc. C'est assez désagréable, mais en principe ces crises politiques dans la construction européenne ça a toujours été plutôt des opportunités d'achat en réalité.
Ouais. Après, il y a juste un point aussi, c'est dans le fait que les marchés aiment bien se faire peur. Il y a aussi le fait que si on regarde les élections qu'il y a eu en Europe depuis 2011, en fait, où chaque fois on dit il y a une montée de tel parti qui est contre l'Europe, une montée des populismes, une montée de la gauche, etc. À la fin, ça reste quand même toujours des pro-européens qui finissent par avoir un peu de... C'est pas facile parfois, ça les oblige à faire des combinaisons auxquelles ils sont pas habitués, mais c'est ces gouvernements-là qui sont à la manœuvre en réalité. C'est intéressant ce que vous dites, on parlait de ces extrémismes qui montent, mais on le voit comme dans pas mal de pays là quand même. Ah, ils montent, oui, bien sûr, oui. Ça gagne de l'attraction, mais ils n'arrivent pas au pouvoir en fait. C'est-à-dire qu'ils font entendre leur voix, et à la limite c'est très bien, mais ils sont pas au pouvoir. Et même en Grèce, et alors il y a aussi un phénomène, c'est que après tous ces efforts, les anéantir maintenant, et de la même façon pour l'Europe, comme vous disiez tout à l'heure, on a fait beaucoup de choses pour la Grèce, on va pas arrêter maintenant alors que ça commence à porter un peu ses fruits. Donc je pense qu'effectivement on joue à se faire peur. Voyons quoi, la peur a fait mal quand même hier. Un point sur les taux, 13% sur la bourse, c'est quand même violent quand même. Alors on va voyager un petit peu plus loin encore, on va repartir en Chine avec cette inflation qui baisse. On est au plus bas depuis novembre 2009 sur le mois de novembre. Est-ce que c'est selon vous un sujet à prendre au sérieux, Louis? Est-ce que vous êtes inquiet par cette inflation grandissante, cette baisse de l'inflation grandissante en Chine? Non, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent d'une façon générale sur l'inflation. Le premier d'entre eux, me semble-t-il, l'inflation importée avec les prix d'énergie. Alors, les plus pessimistes disent ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup de croissance, il n'y a pas beaucoup de demande. Je crois que c'est plus un problème d'offre, honnêtement. Je crois qu'il y a un problème d'offre qui est très clair maintenant avec le shale gaz qui est arrivé, et on produit pétrole aux États-Unis. C'est quand même, les États-Unis, c'est 12% de la production pétrolière et c'est une croissance de 15% par an. Donc comme la demande mondiale doit croître autour de 1%, c'est normal qu'on assiste finalement à un déséquilibre. Et comme au sein de l'OPEP, on a maintenant eu des pays producteurs tels que l'Arabie Saoudite qui mènent une guerre des prix. Bon, l'idée c'est probablement aussi d'écarter les États-Unis et le shale gaz de la production. À partir du moment où on arrive sur des prix de baril à 60-70$, c'est plus ou moins le point mort de rentabilité du shale gaz aux États-Unis, du pétrole de gaz non conventionnel, pardon. Donc ça veut dire que comme les techniques de forage par fracturation, c'est toujours des puits qui ont une durée de vie très courte. Probablement ça va s'arrêter. C'est une fois que vous avez ouvert décapsulé l'effet canette, vous videz la canette, mais après vous n'en ouvrez pas d'autres. Ça fonctionne comme ça chez les gaz, d'une façon générale, les pétroles non conventionnels avec cette fracturation. Donc j'ai le sentiment qu'on peut vivre dans un monde qu'on n'a pas trop connu, où il y a de la croissance et une absence d'inflation, ce qui n'est pas la même chose qu'une déflation aussi. Oui, mais là justement ça ravive ces craintes déflationnistes. Oui, mais c'est comme le bon et le mauvais cholestérol, ça redonne du pouvoir d'achat. L'inflation, ça mange le pouvoir d'achat. Alors c'est sûr que ça génère des transferts de richesse. Il est certain que pour un pays producteur tel que la Russie par exemple, c'est une catastrophe pour ces grands équilibres économiques. Mais dans des pays développés ou consommateurs, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Alors c'est certain que ça vient s'ajouter à un moment où il y a une grande faiblesse du régime des prix, et donc ça peut ancrer, c'est là où c'est dangereux, ça peut ancrer des anticipations d'inflation trop basse de la part des acteurs, voire de déflation. Et ça, c'est le danger. Mais pour l'instant, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut aussi voir que derrière, on va retrouver du pouvoir d'achat, retrouver une marge de manœuvre qui doit relancer un peu la croissance. Alain, c'est également votre scénario, le fait que cette baisse de l'inflation en Chine, par exemple, pour vous, ça peut être une bonne nouvelle, l'inflation qui baisse comme ça? Oui, alors sur la Chine, effectivement, je pense que on n'a pas encore mesuré, et on veut toujours aller un peu vite aussi en besogne, mais la baisse du pétrole, elle date de juillet en fait. L'accélération de cette baisse, c'est quand même que 3-4 mois. Enfin, à l'échelle économique et dans l'histoire économique, c'est absolument rien, et surtout en Chine, et surtout dans des approvisionnements de matières premières comme on peut avoir, où les cycles sont quand même un peu plus longs, mais ça va avoir un impact, et ça va avoir un impact, je pense, très important en Asie, la Chine en particulier, et le reste de l'Asie également, quand même pas mal de gens qui utilisent des matières premières pour fabriquer
quelque chose, donc je pense que ça va les aider, ça va se ressentir dans les économies des pays occidentaux également. Donc l'aspect inflation lié aux matières premières, je crois qu'on avait déjà fait un bon bout hors pétrole, et puis là on ajoute le pétrole, et je pense que à la fin c'est quand même très bon. Et ce que j'ai pu constater, alors c'est marginal parce que c'est quelques entreprises, ce que j'ai pu constater c'est que pas mal le remettaient directement aux consommateurs, c'est-à-dire qu'en fait ils n'en profitent pas pour améliorer leur marge, des distributeurs quelconques, des transporteurs, etc. en font profiter leurs clients. Donc ça c'est quand même très bon pour la consommation, c'est quand même un vecteur important de croissance dans les pays occidentaux. Effectivement il y a un déséquilibre lié à des pays du Golfe par exemple qui auraient moins de rentrées financières, des pays comme le Venezuela, l'Iran, la Russie. Ça c'est des effets un peu collatéraux. Je pense qu'il faut faire attention sur certains pays. Ça peut gérer des tensions très fortes. Je pense que la Russie, on va avoir 3 mois difficiles là dans les semaines qui viennent parce que il y a ce phénomène-là et puis il y a des refinancements d'entreprises, il y a beaucoup d'endettement en dollars. Donc il faut qu'il y ait une transition qui se fasse. Là, si on reparle un peu d'histoire, 98 est pas très loin. Alors on n'est pas du tout dans la même configuration. Mais pour les entreprises privées qui se sont endettées en dollars et qui se retrouvent aujourd'hui avec des rentrées pas forcément en dollars, il y a quand même un écart comme ça qui s'est constitué. Bon, sinon, pour revenir au problème de l'inflation et de la situation en Chine est parfaitement maîtrisée. Alors, on marche sur des œufs. Moi, ça fait 15 ans ou 20 ans que je travaille sur les marchés financiers. Et ça fait 20 ans que j'entends que le système bancaire chinois et que l'immobilier chinois va craquer. Bon, c'est fragile, il y a toujours un peu ces doses mais ça tient. Et puis on voit que le gouvernement prend des mesures. Il y avait une flambée sur la bourse chinoise depuis le mois de juin à peu près, et puis ça s'était très très fortement accéléré avec un retour des particuliers, 20% de hausse en 3 semaines depuis novembre, enfin 4 semaines maintenant. Ils ont pris quelques mesures pour empêcher un peu la spéculation de s'installer trop fortement. Malgré tout, on reste sur c'est un peu des pays comme des valeurs. Il y a une décroissance des marchés financiers en Chine qui avait été assez forte pendant quelques années. Et on les oublie un petit peu, puis ça se réveille. Alors le réveil est violent en bas 100 par rapport au point bas. Si on regarde sur un peu plus longue période, le réveil chinois est à relativiser quand même sur le marché financier. Donc voilà, ça reste un pari sur l'activité qui n'est pas si mauvais que ça, je pense, aujourd'hui, par rapport au cours où on est évidemment. Alors aujourd'hui, le contexte macroéconomique, il y a les taux bas, l'euro faible, le dollar fort évidemment, les politiques de soutien des banques centrales, ce pétrole également en baisse. C'est un peu le cocktail idéal pour un gérant action. Quelle est votre analyse aujourd'hui de cette démarche action ? C'est sûr que quand on fait un modèle macroéconomique, en première année de cours d'économie, on va reprendre tous ces grands indicateurs, l'énergie bon marché, des taux d'intérêt qui baissent, finalement une croissance mondiale qui est tirée par les États-Unis. Donc c'est un monde assez idéal parce que c'est un monde où il y a un peu de croissance et pas d'inflation finalement. Donc ça c'est quand même ce qu'on peut espérer de mieux. Et il y a beaucoup de craintes en plus. On peut ajouter le facteur, il y a quand même un certain doute, un certain pessimisme. C'est-à-dire que les gens, finalement, les révisions de croissance, elles se font pas vraiment à la hausse. On parle de 1% de croissance pour la zone euro, et on voit bien que sur cette zone, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont quitté la zone l'année dernière, un peu déçus, etc. Donc moi j'ai le sentiment que c'est plutôt un cocktail qui est un cocktail de support quand même pour le marché, et qui devrait aider le marché à faire une performance correcte sur cette année 2015. Alors avec une volatilité. Pourquoi ? Parce que on a quand même en parallèle la contrepartie de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que si les États-Unis sortent de cette crise, bien il faut normaliser la politique de taux aux États-Unis. Donc ça veut dire l'exit stratégie, donc peut-être des phases de turbulence liées à une remontée des taux. Alors la Fed va s'y employer, elle martèle aujourd'hui, on va monter les taux probablement en juin, elle essaie d'ancrer des anticipations pour habituer les opérateurs finalement à se dire les taux risquent d'augmenter, pourraient augmenter à partir du mois de juin.
Alain, votre analyse, vous de... Oui, c'est un peu la même chose avec, on a ce scénario-là depuis un moment, c'est effectivement une croissance molle avec un soutien dans les périodes difficiles avec les banques centrales qui peuvent toujours revenir. Rappelez-vous, mi-octobre, on évoquait même un nouveau quantitative easing américain après quelques semaines de baisse des marchés. Donc ça situe la vision à long terme qu'ont les banquiers centraux d'ailleurs, enfin ça c'est un aparté. Donc on est soutenu par là et puis inversement, la croissance est quand même capée, il y a quand même un plafond lié à la dette, c'est-à-dire que la dette et puis au monceau de liquidités qui ont été mis sur le marché. Donc dès que ça ira un peu mieux, les États et les banques centrales reprendront un peu de liquidité pour se retrouver avec quelque chose qui est un peu plus sain et un peu plus conforme aux normes habituelles. Donc on va être dans un tunnel un peu de progression. Alors j'ai un chenal, on va dire, de progression pas très pentu. Pas très risqué par le bas, c'est-à-dire que je vois pas de ralentissement massif de l'économie mondiale, une croissance molle, quoi, un truc aux alentours de 3%. Il y a quand même des sujets de tension, et puis il y a le dossier grec, dossier ukrainien et russe qui peut tout refaire surface. Ouais, alors ça on peut en parler juste 2 secondes après, mais pour le scénario quoi, un peu global, et alors ça fait une croissance quand même modérée, ça veut dire aussi, vu les niveaux de taux qu'on a, pas attendre grand chose des indices boursiers actions, c'est-à-dire on peut pas anticiper un 20% de hausse des marches actions. Par contre, et c'est ça, je pense qu'il y a 2 éléments à avoir en tête. Le premier, c'est que si on regarde ce qui s'est passé cette année, je pense qu'on aura des situations un peu comme on a eu en octobre, c'est-à-dire à un moment donné des sorties des décrochages parce que il y a des sorties et puis comme un peu tout le monde est un peu dans le même sens en même temps, parce qu'il y a des coupes-circuits qui se mettent en place un peu partout, on a comme ça des sauts. Si vous regardez la bourse européenne depuis le début de l'année, c'est des mouvements de 7-8% sur 2-3 mois, très rapides. Donc on peut avoir des situations comme ça. Donc ça c'est un peu le schéma. Après, et ça c'est très bien pour les gérants actions, je pense que ça va être une année intéressante pour les gérants actions. Il peut y avoir, même au-delà des secteurs, au sein des secteurs, des différenciations très très marquées de la part des valeurs, quoi. Donc on peut avoir par contre des valeurs très en retard qui se réapprécient très fortement, des valeurs de croissance qui continuent des croissances très fortes. On peut quand même avoir des performances sur certains titres de 20-30%, ça c'est tout à fait possible. Et puis à contrario des indices qui globalement restent dans des croissances, des progressions de 5 à 7%, ce qui est un peu frustrant pour des gérants par rapport aux chiffres qu'on a pu connaître dans le passé, mais par rapport à des taux à 0 ou des taux longs à 1%, c'est très très bien, quoi. Donc voilà, il faut revenir les pieds sur terre. On est dans des croissances qui vont être moins fortes, avec probablement aussi une appréciation des performances qui va être un peu différente par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour justement cette deuxième partie du débat avec un point sur l'allocation, quel secteur et valeur choisir pour 2015. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action. Nous sommes de retour sur Direct Gestion. Je suis toujours accompagnée de Alain Pitous, directeur général de Talence Gestion, et de Louis Bert, directeur général de Dorval Finance. Alors, durant ces 10 minutes qui nous restent ensemble, on va parler de vos convictions pour l'année à venir. On voit qu'il y a un consensus, évidemment, actuellement, sur beaucoup de valeurs, sur beaucoup de thématiques qui sont jouées. On va en reparler, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup. Moi, j'ai de nombreux gérants qui me parlent de la valeur ingénierie
Nico, dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Voilà, il y a certaines valeurs qui font vraiment l'unanimité. Est-ce que vous avez est-ce que vous allez dans le sens du consensus également, ou est-ce que vous avez des convictions différentes? Alors oui, je pense qu'on va retrouver certaines valeurs dans celles que je vais pouvoir citer. Je pense que dans notre gestion, et je peux zoomer un peu sur Talence Midcap, qui est un peu notre fleuron, on va dire. On essaie d'avoir des thématiques diversifiées un petit peu, c'est-à-dire que l'idée c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des marchés binaires cette année, c'est-à-dire qu'on va pas, il y aura des périodes de très forte baisse, très forte hausse, je pense qu'on va avoir des moments comme ça, mais je dirais que justement dans la construction de portefeuille, il faut essayer d'être un peu réparti, c'est-à-dire que pas privilégier seulement des valeurs de croissance, pas jouer seulement les values, etc. Je pense que ça c'est un peu l'idée générale de notre gestion. Donc après on a des thématiques, alors on aime bien les thématiques, une thématique de recovery, c'est-à-dire que aller chercher des valeurs qui ont souffert pour X raisons. Donc c'est des dossiers qui sont pas forcément faciles, hein, parce que elles ont souffert, hein, donc elles sont entachées d'une image qui n'est pas forcément très bonne. Et puis on aime bien l'idée de se dire il se passe quelque chose dans l'entreprise, il y a un nouveau management, un nouveau plan, où le cycle de leur activité a changé. Alors je pense à des entreprises comme Eramet, c'est des choses qu'on aime bien regarder, Air France, Solocal, des choses comme ça qui ont souffert à un moment donné et qui peuvent bénéficier de quelque chose. Alors par exemple Air France, très favorablement influencé par ce qui se passe sur le pétrole, ça peut quand même jouer positivement. Solocal par exemple, c'est quel Alors Solocal c'est l'ancien page jaune, donc ils ont souffert le passage internet n'a pas forcément été facile, et là ça commence à être restructuré, ça commence à payer, on commence à avoir une visibilité. Alors c'est pas des dossiers pour demain, mais enfin en avoir en portefeuille ça peut être intéressant. On aime bien l'exposition à la croissance mondiale. Alors ça donne, c'est paradoxal parce qu'on aime bien les valeurs européennes, mais on se dit aussi il y a de la croissance mondiale, ça continue d'aller à peu près, ça continue d'aller bien aux États-Unis, et on pense, nous on a un avis qui est assez positif sur les émergents, où on se dit que l'essentiel a été fait, c'est-à-dire que la baisse des devises a été faite depuis un paquet de temps maintenant. Beaucoup de pays émergents sont avec des situations boursières qui sont pas terribles, donc on se dit qu'il peut y avoir quelque chose, et ça peut jouer la croissance, et l'exposition à la croissance peut être positive. On aime bien dans ce schéma-là des valeurs comme Téléperformance, Ipsos, des choses comme ça. Alors ça c'est exactement aussi typiquement les valeurs qu'on nous donne régulièrement, et je trouve ça, voilà, c'est quand beaucoup de gérants vont sur ces mêmes dossiers, comment est-ce que vous faites justement pour vous différencier? Est-ce que vous allez me parler par exemple de cette thématique recovery? Donc c'est évidemment la croissance mondiale, tout le monde aujourd'hui va jouer cette thématique-là. Quelle est votre petite plus-value pour vous différencier? Je pense que l'argument essentiel pour nous, et c'est un point clé dans notre analyse, on est vraiment sur l'analyse du management avant tout, quoi. C'est-à-dire que évidemment on va regarder les fondamentaux financiers, je dirais que ça c'est logique, et on aime bien aller investir auprès d'entrepreneurs qu'on connaît depuis longtemps, ou dont on connaît la capacité à redresser une entreprise, par exemple quand ils arrivent au management d'une entreprise. Donc je dirais que ça va être un peu ça notre filtre chez Talence. Alors effectivement, la relation et puis la connaissance qu'on peut avoir du management. C'est pas forcément discriminant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font aussi, mais pour nous c'est un point clé dans notre appréciation, parce qu'à la fin ça reste une appréciation, ça reste une activité humaine, tout ça. C'est-à-dire que ça va jouer, la qualité du management va jouer beaucoup, donc c'est un élément clé dans notre appréciation de la chose. Louis, cette thématique de la croissance mondiale, la reprise de la croissance mondiale, c'est aussi quelque chose que vous jouez chez Dorval Finance? Oui, alors on joue, de toute façon il y aura l'effet parité de change qui va jouer mécaniquement. Alors si on peut rechercher des petites valeurs françaises qui en bénéficient, pour sortir peut-être des noms qui sont moins cités, mais bon, il y a Lectra par exemple, qui bénéficie de
un effet de change euro-dollar assez favorable et en même temps une innovation produit très forte dans son domaine. Donc on voit bien que là-dessus il peut y avoir des perspectives quand même très encourageantes de révision à la hausse et un management de grande qualité. Je crois que c'est aussi un point d'ancrage dans les analyses. On a toute une gamme de Dorval Manager, ça s'appelle Dorval Manager aussi Euro, Europe, etc. parce que justement on passe du temps sur les dirigeants, c'est important. Petite valeur qui est peut-être pas citée par nos concurrents, c'est Solution 30, c'est une valeur qu'on a nous en portefeuille depuis plusieurs années, un très bon dirigeant, Jean-Bépi Fortis. Lui, il est sur le secteur qui a été déréglementé, on va dire, des télécoms et de l'énergie. Donc il faut avoir un service après-vente pour installer la petite boîte. Enfin, si ça ne marche pas à la maison, la box, c'est la panne, c'est la révolution entre les enfants, le compte en banque qui n'est plus accessible, etc. Donc il faut vraiment avoir une société qui offre une structure de service à ce niveau-là. Et il débarque dans l'énergie, qui est dérégulée aussi avec les compteurs Linky. Donc c'est quand même 35 millions de compteurs qui vont être installés en France, mais ce mouvement est partout en Europe. Et ce qui me semble être intéressant dans cette société, au-delà de ça, c'est que finalement ça va être un acteur unique parce qu'ils sont en train de bâtir une force de vente de techniciens partout en Europe, dans différents pays. Et on voit bien qu'avec les objets connectés, l'Internet aujourd'hui, il va falloir avoir une force de maintenance pour tous ces objets dont on nous met en avant maintenant les possibilités, etc. Et il y a peu d'acteurs qui seront capables d'offrir ce service après-vente. Et je crois que ça en fait une grande valeur de fonds de portefeuille, pour une petite valeur en fait, qui est peut-être pas souvent mise en avant. Bon, à l'étranger, je ne sais pas si on peut en parler, nous on est revenu sur les titres espagnols avec du rendement, alors des trucs un peu classiques comme Endesa, mais il y a BME aussi, qui est un peu l'Euronext espagnol, qui bénéficie justement du retour en force de l'Espagne, de volume plus important. Les bancaires, c'est plus du tout un secteur qu'il faut privilégier actuellement. Alors on aura le TLTRO demain, mais c'est vrai que en automne, c'est vrai qu'on nous parlait beaucoup des bancaires qui avaient souffert et qui avaient quand même du potentiel. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Moi, je dirais deux choses là-dessus. La première, c'est que si on regardait l'environnement, on évoquait tout à l'heure la grille qui pourrait faire performer une valeur. Les bancaires européennes sont particulièrement bien positionnés par rapport à cet environnement-là. Des taux bas, une économie qui repart un petit peu, des risques qui baissent. Je pense que c'est extrêmement favorable. Et on n'imagine pas, généralement on est assez positif sur les marchés européens, on n'imagine pas des marchés européens qui performent sans les bancaires. Donc elles sont dans une situation qui est plutôt en théorie assez favorable. Là aussi je pense qu'elles ne vont pas toutes en profiter de la même manière. Voilà, les stock picking encore très important sur ce segment-là. Effectivement, moi je crois qu'il y a moins de risques aujourd'hui sur ce segment-là qui a fait une très bonne performance en 2013, moins bonne en 2014, donc il y a probablement un petit coup à jouer. Et moi je nuancerais par rapport à la croissance mondiale. Ce qu'on peut dire aussi, c'est il y a un consensus tel sur la hausse du dollar qu'on peut quand même se poser une question. C'est-à-dire que je pense, moi, à mon avis, c'est que le mouvement il est fait. C'est-à-dire qu'on a eu 10% par rapport au plus haut euro-dollar, on est revenu sur quelque chose de plus raisonnable. Même chose sur les devises émergentes, même chose sur le yen. Je pense qu'à un moment donné, les Américains vont pas non plus accepter ça très facilement. Donc on a fait le bout du chemin, on a fait les 10%, on a fait 30% sur le pétrole. Voilà, un peu toutes les cases sont cochées. Faut pas anticiper que le pétrole va continuer de baisser de 30% et que l'euro va baisser de 10% par rapport au dollar. Donc je pense qu'on va un peu osciller pendant quelques temps avant que les conditions économiques vraiment changent en zone euro. Parce qu'on anticipe quand même une petite timide reprise en zone euro, ce qui est quand même plutôt positif sur la balance des paiements européenne qui reste quand même positive. Donc voilà, ça fait une force contrarienne et je pense qu'il y a tellement d'avis positifs sur l'euro qu'à un moment donné il faut se poser des questions. Regardez les commentaires de fin 2013 sur ce qu'on anticipait pour l'année, c'est un festival quand même. Tout le monde était très positif. Alors tout le monde était très positif sur l'Europe par rapport aux États-Unis, qui devait nettement mieux performer que les États-Unis. On devait avoir les taux qui montaient, rappelez-vous, et puis on devait avoir la cerise sur le gâteau, c'était des matières premières qui commençaient à se reprendre, surtout le pétrole. Donc bon, ça calme par rapport c'est le jeu des perspectives, c'est vrai que tout le monde avait le petit bout de cristal. Enfin là, à ce niveau-là, c'était quand même fort.
Bon, merci beaucoup Alain Pitous, donc directeur général de Talence Gestion, et Louis Baird, directeur général de Dorval Finance. C'est la fin de Direct Gestion. On se retrouve demain pour une nouvelle émission à partir de 9h20. Très bonne journée et place maintenant à Direct Investisseur.